Bonjour, je suis David Demortin, sociologue des sciences et de l'action publique à INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, au sein d'un laboratoire de sciences sociales qui s'appelle le LISIS, Laboratoire interdisciplinaire Sciences, Innovation, Société. Mon intervention aujourd'hui dans ce colloque, que vous visualisez aujourd'hui, dans ce colloque, porte sur ce qu'on peut appeler l'expertise expologique, l'expertise en matière d'exposition, avec d'un point de vue de sociologie des sciences et de sociologie de l'expertise scientifique, une intervention pour examiner cette question. Quelle place prend la science de l'exposition aujourd'hui dans la décision publique et plus précisément dans la gestion du risque chimique? Voilà. En quoi consiste l'expertise expologique? Quelle partie de la connaissance de l'exposition est inscrite et mobilisée dans la prise de décision? Et pour voilà, poser le contexte, je repartirai d'un paradoxe qui est tout à fait évident si on prend une perspective historique, avec d'une part le fait que l'expologie a très tôt été inscrite dans l'action publique sur les produits chimiques, sous la forme de la mesure, du calcul et de l'évaluation de l'exposition à des substances. On peut renvoyer à 1983, à la publication du Red Book sur l'évaluation des risques, qui place le exposure assessment au centre de la prise de décision sur les risques. Et pour autant, des années, voire des décennies après, on continue de voir l'impact de la science de l'exposition sur l'action publique et sur la santé environnementale comme limité. Et je prendrai là pour appui sur les mots d'une personne importante dans la matière de sciences de l'exposition, récemment décédée il y a quelques années, et qui, donc peu avant son décès, notait que la science de l'exposition n'est toujours pas suffisamment reconnue comme la première étape, le premier pas nécessaire dans le traitement d'un problème de santé environnementale. Et c'est ça qui va constituer donc la base de la question que je veux examiner aujourd'hui. C'est la question finalement du rapport entre, d'une part, la science de l'exposition, qui s'est énormément développée historiquement ces 2 dernières décennies, disons, 2 ou 3 dernières décennies. Et donc essayer de comprendre dans quelle mesure cette science, les problèmes qu'elle pose, comme la multi-exposition, mais aussi ses méthodes, ses données, ses modèles, parfois très sophistiqués, dans quelle mesure est-ce qu'elle alimente l'évaluation de l'exposition, cet exercice concret de la mesure et de l'évaluation de l'exposition, qui est effectivement au cœur de la décision sanitaire et environnementale. Avec sans aller trop loin là en matière de théorie de sciences sociales, un élément que je veux mettre en évidence, qui est que la mesure de l'exposition ou l'évaluation de l'exposition, c'est-à-dire la forme concrète que prend l'expertise expologique dans la prise de décision et dans les agences qui sont en charge de cette prise de décision, ça n'est pas la science de l'exposition. C'est quelque chose, l'expertise expologique, c'est quelque chose qui est co-construit à la fois au croisement de cette science, des connaissances scientifiques qui sont disponibles, mais aussi de l'action publique, et notamment de la manière qu'elle a de définir ses objets et ses principes. Ce que je vais appeler dans le reste de cette présentation sont le paradigme qui sous-tend l'action publique. Et donc je vais, dans cette présentation, parcourir succinctement l'histoire de l'évaluation de l'exposition, de exposure assessment, en montrant qu'elle n'est pas façonnée que par la science de l'exposition, par toutes les propositions de cette science et toutes les potentialités de cette science, mais qu'elle reflète également une politique publique qui est, d'un point de vue juridique, administratif et politique, très centrée sur la substance chimique. Je m'appuierai sur un ouvrage publié cette année qui fait l'histoire des expertises scientifiques mobilisées par l'Agence environnementale américaine pour légitimer la prise de décision. Je ferai 2 temps dans cet exposé, globalement, qui couvre 2 périodes historiques, globalement. Donc le premier
consiste à reconstruire ce qu'est l'expertise de l'exposition, ce qu'est la pratique de la mesure de l'exposition dans un paradigme que je vais appeler réductionniste, le paradigme du risque des ou de la substance chimique. Et je reviendrai pour cela très brièvement au contexte de naissance de cette action publique. Le contexte est celui des États-Unis, les années 60, et l'apparition l'émergence d'une série de controverses entourant des technologies à risque, du nucléaire à l'automobile, en passant précisément par les produits chimiques, qu'ils soient utilisés dans l'alimentation, comme médicaments, ou dans l'agriculture, les pesticides par exemple. Et ces controverses qui agitent la société américaine et qui, quelques années plus tard, agiteront de même manière les sociétés européennes, tournent autour de la question de savoir de quoi est-ce que nous devons nous inquiéter et jusqu'à quel point nous devons nous inquiéter de différentes sources de danger. Et ce contexte, c'est aussi le contexte de la naissance de nouveaux savoirs, d'une nouvelle expertise qui va globalement tourner autour de la notion de risque, venant d'experts de différentes disciplines, et qui a plusieurs orientations clés. D'une part, ces disciplines de l'analyse des risques vont dire qu'ils vont globalement se focaliser sur des objets, disons ce qu'on appelle là aussi en sociologie des objets de risque, donc des technologies ou des systèmes technologiques bien délimités, dont il s'agit de saisir les propriétés pour voir comment les gérer. L'autre orientation étant qu'on ne traite pas, on n'essaye pas d'éliminer l'ensemble de ces technologies, du système technologique, on essaye d'intervenir s'il y a risque, si le risque se matérialise, si en termes de fréquence d'exposition, d'importance de l'exposition, un risque est susceptible de se matérialiser. On intervient là où et si le danger se matérialise. En matière de produits chimiques, c'est bien avec la notion de dose critique ou de seuil que l'on travaille. Et c'est en fonction de ces seuils de toxicité que l'on intervient. Et de même manière, l'action publique qui va se mettre en place aux États-Unis dans les années 70 essentiellement, puis dans les années ultérieures, va de même manière être très centrée sur des objets de risque, sur la substance et sur sa propriété unique, qui est le seuil de toxicité, le seuil à partir duquel elle s'avère toxique. Donc les lois environnementales passées aux États-Unis dans les années 70, elles focalisent effectivement sur des substances individuelles. Même lorsqu'elles portent sur la qualité de l'eau ou la qualité de l'air, il s'agit de réglementer, de traiter un certain nombre de substances pré-identifiées comme posant problème. L'approche multisubstance, concrètement, à l'Agence environnementale américaine, qui est née dans les années 70, elle est très découragée par le fait qu'une organisation en silo, c'est-à-dire que l'Agence environnementale américaine a des services, et chaque service s'occupe d'un certain nombre de substances, des pesticides, des substances présentes dans l'air, des substances présentes dans l'eau, etc. Et il faut dire que le contexte politique également pousse l'Agence environnementale américaine à traiter les substances une par une, de manière réductionniste, on pourrait dire, puisque l'agenda politique est vraiment fait de controverses entourant une substance, puis une autre, puis encore une autre. C'est le syndrome que les membres de l'Agence environnementale américaine appelleront le Chemicals of the Month syndrome, c'est-à-dire le fait que mois après mois, dans les médias, c'est une nouvelle substance qui fait la une, qui devient le sujet de la controverse et qu'il faut séparément des autres substances traiter. La dioxine, le benzène, tel pesticide, tel. Alors, comment est-ce que ça se reflète finalement dans l'expertise en matière d'exposition, dans les savoirs en matière d'exposition qui sont concrètement utilisés dans l'agence? D'une part, l'agence, elle va s'organiser dans les termes du rapport du National Research Council sur l'évaluation des risques et faire de l'exposure assessment un exercice un peu auxiliaire du calcul dose-réponse et du travail toxicologique d'identification des propriétés toxiques de la substance. Et voici un
un document de travail du comité qui a élaboré le livre rouge, le Red Book, et qui montre bien que le Exposure Assessment est une branche, et pas la branche la plus importante de ce processus d'évaluation à risque, de ce processus de décision sur les risques. Et très concrètement, si on examine comment l'exposition a été effectivement utilisée, comme a été réalisé, le calcul d'exposition a été réalisé en pratique à l'EPA dans ces années-là, et donc là je parle principalement des années 80. On peut dire que l'approche d'ensemble est réductionniste, c'est-à-dire qu'on part d'un calcul de dose et qu'il s'agit de voir de ce point de vue, de cette perspective, s'il y a une population qui est exposée à une dose plus élevée que cette dose critique, qui est au-delà de ce seuil. Et c'est ça précisément qu'on essaye que les scientifiques qui traitent d'exposition à l'agence essayent de calculer. Le exposure assessment, il est aussi, c'est très important à l'époque, codifié comme étant un exercice qui porte sur la dose externe, sur ce qui se passe en dehors de l'enveloppe corporelle, en dehors de l'organisme, à la frontière qui est la peau, ou les autres voies d'exposition. Et les toxicologues s'occupent de la dose potentielle ou de la dose interne, c'est-à-dire de tout ce qui fait dans l'organisme que se concrétise un problème pour l'organisme. Et donc, les spécialistes de l'exposition sont quelque peu mis voilà, à part, laissés à côté de cet exercice considéré comme essentiel, central, qui est le calcul dose-réponse et l'examen de ce qui se passe à l'intérieur de l'organisme. En termes organisationnels, concrètement, l'exposition, c'est le travail d'un groupe qui s'appelle le Exposure Assessment Group, qui est intégré dans un service plus large qui produit, qui fait l'évaluation des risques des substances, qui est assez limité en taille et en budget, et qui, dans le processus de décision, n'est pas central. Pour continuer sur ce thème, l'exposure assessment, dans le cadre de ce paradigme un peu réductionniste, centré sur la substance et sa toxicité, c'est un exercice qui profite d'assez peu de données et qui s'appuie sur des modèles qui sont peu validés, qui circulent peu dans la communauté d'experts disponible étant assez réduite. Les lignes directrices que met en place l'Agence environnementale américaine sont, on peut le dire, sommaires, quelques 5 à 10 pages, tout au plus, bien moins détaillées que les lignes directrices concernant l'exercice de la dose-réponse. Et le travail d'exposition se réduit à une forme de modélisation qualitative où on reconstruit l'exposition de quelques individus fictifs, celui qui est très exposé, moyennement exposé, etc. etc. Un exercice d'ailleurs assez frustrant pour les décideurs qui, en interne, ont tendance à beaucoup critiquer le manque de sophistication de l'exercice de exposure assessment. Voilà un peu pour caractériser, peut-être caricaturer, mais voilà, simplifier la situation de ce qu'est l'expertise expologique dans les années 80, un moment où ce paradigme centré sur la substance et sur sa toxicité prédomine. Alors les choses vont évoluer parce que précisément du point de vue de l'action publique, les objets de l'action publique vont changer à partir des années 90. Et on voit un certain nombre de changements notables dans la politique environnementale américaine. D'une part, l'émergence d'une série de controverses pendant lesquelles l'Agence environnementale américaine va être lourdement mise en cause, qui touchent à des situations de multi-exposition et qui vont montrer que se centrer sur une substance l'une après l'autre et essayer de prétendre qu'on peut améliorer la santé environnementale en traitant soit le radon, soit tel pesticide, soit tel élément présent dans l'eau n'est pas suffisant. La controverse sur le radon a bien montré qu'effectivement, la question était beaucoup plus une question de pollution de l'air, de présence dans l'air intérieur d'une série de substances et pas seulement le radon. C'est en regardant une série de choses, une série de substances qu'on peut comprendre
l'état de santé des populations et l'étendue du risque. Politiquement, c'est aussi l'époque de la montée du mouvement de la justice environnementale et donc des demandes venant des communities aux États-Unis de prendre en charge la question de la santé de certains territoires, de certaines populations vivant sur des territoires sur lesquels l'exposition à toute une série de substances chimiques et aussi à d'autres problèmes environnementaux est démultipliée. Les années 90, c'est aussi l'année de leadership démocrate à l'Agence environnementale américaine, c'est les années Clinton, et c'est des années pendant lesquelles on met à l'agenda la question de la qualité plus globale de l'environnement, la question de l'imprégnation de l'environnement par les produits chimiques, de ces produits chimiques présents un peu partout et qui déterminent finalement l'état de santé des populations. Donc il y a une série de changements dans les années 90 qui vont mettre à mal un peu ce paradigme de la substance, ce paradigme un peu réductionniste qui consiste à se focaliser sur une propriété, la toxicité des substances, et à agir par cet intermédiaire. Il faut ajouter le fait que l'expertise toxicologique à l'époque commence à être très lourdement discutée, remise en cause à l'intérieur et à l'extérieur de l'Agence environnementale américaine, parce qu'on ne parvient pas finalement à décider grâce au calcul dose réponse. Et on voit une série d'affaires sur lesquelles l'Agence environnementale américaine se retrouve bloquée dans sa prise de décision. Elle n'arrive pas à imposer des décisions d'interdiction ou de restriction d'usage de certaines substances, car elle n'arrive pas à faire la preuve des risques à travers ce travail toxicologique qui est si central à l'Agence environnementale américaine. Donc c'est le début de l'apparition d'un nouveau paradigme qui correspond beaucoup plus à la vision qui se développe dans le champ des sciences de l'exposition, un paradigme plus systémique, disons, dans lequel l'évaluation des risques, je vous mets un extrait d'un document venant du département de la recherche de l'agence, l'évaluation des risques est redéfinie comme l'évaluation de l'ensemble des stressors, des facteurs de risque qu'on trouve dans une population humaine, dans ses écosystèmes, et dans l'environnement au sens large. L'évaluation des risques n'est pas a priori définie comme l'évaluation du risque d'une substance chimique qu'on va considérer comme étant la source du danger qu'il faut traiter. Du point de vue des schémas un peu organisationnels qui vont guider la prise de décision à l'agence, le changement est aussi tout à fait notable. On met comme étape préliminaire de la prise de décision ce qu'on va appeler la problem formulation. Donc ça, c'est un processus qui va se déployer tout au long des années 90 et 2000 et aboutir en 2009 à travers ce rapport Science and Decisions sur l'évaluation des risques, où on dit que il ne faut pas considérer qu'a priori le problème est la substance, il faut bien construire le problème a priori. Quelle est la population concernée, quel est le niveau de mortalité, de morbidité, quelles sont les maladies finalement à traiter, qu'il faudrait, quel est l'état, la qualité d'environnement idéale à atteindre. Et en fonction de ça, effectivement, on utilise des expertises disponibles, que ce soit la toxicologie ou des formes de calcul d'exposition un peu plus sophistiquées. C'est traduit également dans les années 90 par la création d'un laboratoire central de recherche sur l'exposition, qui devient un des 5 laboratoires du département de recherche et développement de l'agence. C'est un changement tout à fait notable en termes de taille, de budget, d'investissement dans l'exposition. Et puis, on voit une sophistication très rapide et très importante de l'exercice de la mesure d'exposition avec l'introduction de techniques pour calculer la variabilité des situations, la distribution des risques, des méthodes d'analyse quantitative d'incertitude notamment, et puis un souci qui se cristallise en 2003 avec un document fondamental dans l'agence, très très important dans l'agence, qui est le cadre, enfin les principes pour l'évaluation des risques, l'évaluation cumulative ou agrégée des risques, qui met au cœur de l'agenda de l'agence la question des multi-expositions et la question de la situation sanitaire complexe de populations exposées à toute une série de facteurs de risque qui ne sont pas seulement
des substances chimiques. Alors, la situation n'est pas rose pour autant, au sens où, c'est-à-dire que la science de l'exposition ne vient pas se déployer avec toute sa sophistication et tous ces nouveaux modèles et tous ces nouveaux registres de données, etc. Dans l'agence. Elle reste tout à fait limitée dans son impact sur la prise de décision parce que on reste d'un point de vue de l'action publique dans un paradigme tout à fait réductionniste d'action sur la substance. On peut prendre comme illustration le fait qu'au jour d'aujourd'hui, en 2020, et du fait du recul pendant les années Trump du travail sur la santé environnementale, le document politique qui détaille comment les calculs d'exposition multiples ou agrégés sont pris en compte dans la décision n'a toujours pas été finalisé. Il a été annoncé en 2003, il a pris plus de 15 ans, il n'a jamais été finalisé. Et il y a de bonnes raisons à ça qui ont trait à l'importance à ce paradigme que j'ai appelé réductionniste pendant cette présentation, qui est le fait que, d'un point de vue d'action publique, il est très difficile de traiter des situations de multi-exposition. Parce que l'objet que l'on sait traiter, l'objet sur lequel on sait agir, sur lequel on sait prendre des décisions, reste la substance. Quand on fait la multi-exposition, des problèmes se posent du point de vue de l'action publique. Comment démêler la responsabilité de différents facteurs de risque sur lesquels on ne dispose pas d'une information homogène, qu'on ne peut pas mettre sur un même plan. De même, à partir du moment où on prend en compte des multi-expositions, on se rend compte qu'il est très difficile de trouver des populations qui ne sont pas à risque. Et à ce moment-là, précisément, quels sont les seuils, quels sont les critères qui nous permettent de déterminer quelles sont les populations prioritaires et comment les protéger. Du point de vue de l'autorité presque juridique d'agir, et aussi des moyens financiers et des moyens juridiques pour agir, là aussi, l'action plus systémique que la science de l'exposition voudrait voir idéalement déployée, elle est limitée par le fait que l'Agence environnementale américaine elle a une capacité à prendre des décisions sur des substances individuelles, à imposer des décisions à des entreprises qui fabriquent ces substances. Il est beaucoup plus difficile pour cette agence d'agir sur des systèmes industriels, urbains, territoriaux qu'il s'agirait de restaurer, de nettoyer, de décontaminer. Ça, c'est un ensemble de limites qui ont été exprimées ces dernières années à l'Agence environnementale américaine pour expliquer que l'action systémique, celle qui est induite par une science qui met en évidence les situations de multi-exposition, est limitée. En conclusion, et sans vouloir être trop pessimiste, mais pour essayer de résumer finalement la réponse à la question que je posais au départ sur l'expertise toxicologique, voilà, administrer, prendre des décisions, c'est une capacité qui se construit en se focalisant sur des problèmes traitables. L'action publique ne peut pas se faire sans ce processus de définition de problèmes sur lesquels on peut agir. Et selon le paradigme d'action publique qui est sous-jacent, celui de la substance ou celui plutôt de la santé des populations ou de la santé environnementale, les expertises privilégiées ne vont pas être les mêmes. Et à l'Agence environnementale américaine, dans un paradigme qui reste celui de la gestion des risques d'objets bien définis, que sont les substances chimiques, l'exposition est longtemps restée et reste malheureusement une expertise un peu auxiliaire. Le défi finalement des sciences de l'exposition, c'est lié au fait qu'elle a gagné paradoxalement un rôle de plus important à mesure que elles sont focalisées sur les substances, mais son rôle est à la mesure précisément de cette focalisation sur des substances. Et le problème, à mesure que le problème est devenu celui de la santé des populations plutôt que celui de la propriété de substances, elle a gagné une place, mais la place que ce paradigme plus systémique, une place qui correspond à la place même de ce paradigme plus systémique. Je vous remercie pour votre attention.